dont on peut essayer de comprendre, mesurer les effets en fait, sur les apprentissages des élèves. Et les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement mes propres travaux, si j'ai le temps à la fin, je vous en présenterai peut-être, mais tous les premiers travaux ne sont pas du tout mes travaux, ce sont des travaux de collègues. En fait, se sont intéressés à cette question de l'effet des situations, des contextes évaluatifs sur les apprentissages à travers l'entrée en fait, des inégalités scolaires. En fait, en psychologie sociale, je vous en dirai 2 mots après en quoi ça consiste la psychologie sociale, qui est ma discipline de recherche. Historiquement, les travaux qui sont intéressés à l'évaluation, ce sont des travaux qui sont intéressés aux inégalités scolaires. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce lien fort dans mon titre et dans la présentation que je vais faire entre la question des évaluations et la question des inégalités scolaires. Voilà. Alors ça, je ne vais pas être très long, simplement pour vous dire que voilà, je viens d'un laboratoire de recherche qui est le CERCA, qui est donc le Centre d'études et de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est en fait un laboratoire de recherche de l'Université de Poitiers et du CNRS, et dans lequel il y a voilà, des gens qui étudient la mémoire, l'apprentissage moteur, le langage oral, écrit, etc. Et donc moi je fais partie d'une équipe de cognition sociale qui s'intéresse justement à ces effets de situation, à ces effets de contexte en fait sur l'apprentissage des élèves. Alors, je ne vais pas vous être très long sur les chiffres, hein, mais simplement pour contextualiser mon propos. Vous le savez, ce n'est pas une nouveauté malheureusement. On est dans un pays, ce n'est pas le seul, où en fait, l'origine sociale des élèves prédit leur niveau de réussite et prédit également leur parcours. Dans les enquêtes internationales comme PISA ou même dans les enquêtes les analyses qui remontent justement des évaluations nationales, eh bien, on observe cette corrélation systématique depuis des années en fait, entre l'origine sociale des élèves et les parcours et la réussite des élèves. Alors, l'origine sociale est généralement mesurée à travers divers indicateurs. Dans l'enquête PISA, c'est par exemple le revenu des parents, la profession et le niveau de diplôme qui sont agrégés en fait en un indice composite en fait, et on peut regarder comme ça s'il y a un lien entre cet indice et puis le niveau de réussite à des évaluations. Donc dans PISA, il y a plusieurs évaluations, et dans les évaluations nationales, on peut regarder aussi le lien entre la profession et puis le pourcentage de compétences évaluées dans différents domaines. Et là, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui met tout le monde d'accord, c'est-à-dire que personne ne conteste aujourd'hui ce lien entre l'origine sociale et la réussite. Alors, parfois, quand on présente ce lien à des enseignants, je prends toujours le temps de dire, parce que ça me semble important, que ce lien-là, ce n'est pas un lien déterministe, mécanique, implacable. Hein. Quand on présente une droite comme ça, ça veut dire effectivement que la probabilité d'avoir un score élevé ou d'un score faible, elle n'est pas répartie aléatoirement au hasard dans la classe, hein, et qu'on a en fait, si on prend des élèves, eh bien, ils auront une plus grande chance de se retrouver en difficulté s'ils viennent de milieux populaires que s'ils viennent de milieux favorisés. Mais c'est toujours important de le rappeler, bien évidemment, il y a des élèves de milieux populaires qui réussissent à l'école, comme il y a des élèves de milieux favorisés qui peuvent être en échec. Mais il y a ce lien statistique significatif qui interroge et qui interroge encore aujourd'hui beaucoup de chercheurs. Ce lien entre origine sociale et réussite, petit à petit, avec les années, malheureusement, il se traduit par des écarts de parcours, de trajectoire. Là, je vous ai donné un graphique, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres que j'ai pris de l'Observatoire des inégalités, parce que je trouve qu'ils font un travail intéressant en général de vulgarisation et notamment graphique des chiffres qui sont issus justement souvent des évaluations nationales ou d'autres publications de l'ADEPE, du ministère. Et on a tout un tas d'indicateurs qui nous montrent que très tôt, en fait, eh bien, il y a des parcours différenciés. Si on regarde les chiffres, par exemple, sur les orientations précoces en Ulysse et en SECPA, eh bien, on a une extrême majorité d'enfants, hein, c'est de l'ordre de plus de 80%, qui viennent de milieux populaires dans les Ulysse et les SECPA. Si on regarde la probabilité d'avoir, de sortir du système scolaire sans diplôme, on voit aussi qu'on est sur des ratios qui sont très très différents en fonction du profil social des élèves. Et puis si on regarde l'entrée à l'université, hein, je prends en bout de parcours si on peut dire, eh bien, on voit que là aussi il y a une répartition des étudiants qui n'est pas aléatoire à l'université. On a finalement beaucoup plus
d'étudiants issus de milieux favorisés que de milieux populaires. C'est une moyenne globale sur l'ensemble de l'université, mais bien sûr, il y a des variations très importantes en fonction des filières. En psychologie, par exemple, on accueille beaucoup d'étudiants de milieux, relativement plus d'étudiants de milieux populaires que dans d'autres filières. On est entre 30 et 40%, alors que dans d'autres filières comme le droit ou la médecine, on est sur des ratios qui sont beaucoup plus faible, et je ne parle pas des grandes écoles, notamment à Paris, où là on est moins d'1% d'élèves de milieux populaires. Donc voilà, c'est des liens qui sont très forts. Je pourrais parler, on parlera rapidement aussi de la question, c'est pas rapidement, c'est simplement, moi, historiquement, dans mes recherches, je me suis plutôt intéressé aux inégalités liées à l'origine sociale, et depuis plus récemment, je m'intéresse aux inégalités de genre. Et le genre, on a quelque chose de différent puisqu'on n'a pas cette relation linéaire, on n'a pas cette droite que j'ai présentée sur le premier graphique. On a une relation qui est différente puisqu'on a des filles qui réussissent mieux que les garçons dans les premières années d'école, et puis on va avoir une inversion en fait progressive entre les filles et les garçons, mais uniquement dans certains domaines, et notamment, c'est pas les seuls, mais notamment dans les domaines en fait scientifiques. Voilà, donc on n'est pas sur le même type de relation, et donc on pourra en discuter pendant la présentation. On va voir qu'il y a des facteurs qui sont communs, qui peuvent expliquer, en fait, il y a des mêmes facteurs qui peuvent expliquer à la fois bien, les inégalités liées à l'origine sociale et les inégalités liées au genre. C'est le cas, par exemple, je vais commencer par ça, du rôle des stéréotypes, mais il y a aussi des facteurs qui peuvent jouer différemment en fonction de si on s'intéresse aux inégalités liées à l'origine sociale ou aux inégalités de genre. Alors, jusque-là, comme je le disais, tout le monde est à peu près d'accord. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand on essaye de s'intéresser aux causes de ces inégalités. Et là, si vous prenez effectivement des scientifiques qui font de la génétique comportementale, qui font de la sociologie, qui font de la psychologie, vous pouvez avoir des facteurs explicatifs causaux qui vont être très différents en fonction des chercheurs, en fonction des recherches qui sont menées. Et ces facteurs explicatifs, on va aussi les retrouver dans la tête des enfants, dans la tête des parents et parfois aussi dans la tête des enseignants. Et quand on essaie de faire une revue de la littérature des grandes causes qui émergent pour expliquer les différences de réussite à l'école et notamment les inégalités, eh bien on s'aperçoit que les causes qui sont les plus publiées dans les meilleurs supports de publication, si on prend par exemple des revues comme Science ou Nature qui donnent lieu derrière à beaucoup d'articles dans les journaux et donc qui vont influencer la façon dont les citoyens, les parents, les élèves perçoivent ces questions-là, eh bien, on retrouve majoritairement des facteurs comme l'intelligence, la motivation, l'effort. Dit autrement, on explique beaucoup dans notre société les différences de réussite à l'école comme des différences de caractéristiques individuelles. On va dire d'un élève qui réussit, qu'il est brillant, qui comprend vite, qu'il est intelligent, qu'il est motivé, qui fait des efforts. Alors on ne va pas toujours dire l'inverse parce que c'est socialement pas très désirable. On ne va pas forcément dire d'un élève qu'il échoue, qu'il n'est pas intelligent, même si certains le pensent. Par contre, on va on va mobiliser d'autres concepts. On va dire qu'il a un déficit de fonction exécutive, il a une capacité de mémoire de travail qui est peut-être réduite. On va utiliser des mots comme ça pour en fait, donner du sens à ces phénomènes. Mais on a vraiment une explication aujourd'hui, en tout cas en psychologie, mais pas que, des différences de réussite comme la conséquence de caractéristiques comme l'intelligence ou la motivation. Alors cette vision des choses, elle est guidée par des champs de recherche qui sont importants. Quand je dis qu'ils sont importants, ça veut dire qu'ils ont une longue histoire et qui ont publié dans des revues très prestigieuses et qui sont aussi très financées. C'est le cas par exemple de ce qu'on a appelé en France, de ce qu'on appelle parfois la théorie des dons, qui est remise à jour très régulièrement, et ça a été le cas en France. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité éditoriale, mais depuis 1 ou 2 ans, il y a eu beaucoup d'articles de presse pour relayer ce livre de Elizabeth Page Arden, qui est pourtant une psychologue sociale américaine, mais qui a fait ce livre de vulgarisation sur en fait, la génétique de l'intelligence, et qui défend l'idée que les différences de réussite scolaire et notamment les inégalités scolaires sont avant tout des inégalités génétiques. Donc ça, ce type de discours, ce type de propos ont une très longue histoire qui est liée à l'histoire
du racisme scientifique, même si Elizabeth Page Arden ne s'inscrit pas dans ce mouvement-là. Comment ? Catherine, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Elisabeth, Catherine Page Arden. Mais en tout cas, dans son livre, elle défend cette idée que les différences de réussite scolaire sont des différences génétiques. Et ce livre a eu beaucoup de couverture dans les médias français, notamment dans l'Express, le Figaro, ce type de journaux. Et donc, pourquoi je vous le présente? Alors, j'ai pas le temps de ça serait très intéressant, j'ai pas le temps de vous faire un exposé pour déconstruire ce type de recherche. On pourrait en discuter, on n'a malheureusement pas trop le temps, mais ce type de recherche, eh bien, encore une fois, ça a de l'écho. Ça a de l'écho au niveau des parents, au niveau des enfants, et puis éventuellement au niveau de certains enseignants qui peuvent partager aussi cette vision des choses, en fait, d'une intelligence génétiquement déterminée et de différences de réussite dans la classe, finalement, qui seraient liées à des différences biologiques sur lesquelles on n'aurait que très peu de poids. Alors à l'opposé, vous avez ce qu'on a appelé en France la théorie du handicap socio-culturel, qui, elle, qui vient plutôt de la sociologie ou de la psychologie du langage, et qui en fait défend l'idée que finalement, si les enfants de milieu populaire réussissent moins bien à l'école, c'est parce que en fait, ils seraient éduqués dans des environnements qui ne sont pas assez stimulants intellectuellement et qui ne sont pas assez stimulants pour donner le goût d'apprendre à l'école. Donc c'est aussi des travaux qui ont été assez influents dans les années 70-80, c'est souvent des travaux hérités d'une mauvaise lecture des travaux sur la reproduction. Avec cette idée que certains parents n'auraient pas d'ambition pour leurs enfants et ne stimuleraient pas assez leurs enfants d'un point de vue intellectuel. Et donc les enfants arriveraient à l'école avec un déficit de capacité et de motivation qui ferait qu'ils ne seraient pas en état d'apprendre comme les autres enfants. Et vous avez ce fameux concept de word gap et des 30 millions de mots, dont on entend encore parler aussi là, régulièrement dans les médias. L'autre jour, j'entendais une émission sur France Inter, émission d'éducation, où les journalistes mobilisaient cette fameuse étude de Hart et Risley qui, selon cette étude, les conclusions qu'ils tirent de cette étude, c'est que les enfants de milieu populaire, à l'âge de 3 ans, auraient entendu 30 millions de mots de moins que les enfants de milieu favorisé. Alors il faut savoir aussi que ce type de résultat aujourd'hui est extrêmement critiqué, remis en cause, et il y a d'autres psychologues du langage et des psychologues culturels en fait, qui ont réanalysé ces données et ont montré qu'on ne pouvait pas du tout tirer ce type de conclusion. Mais là aussi, au-delà du côté véridique ou pas de ces résultats, j'attire votre attention sur le fait que ce type de travaux sont largement médiatisés et vont venir aussi influencer la façon dont les parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes peuvent percevoir en fait, la question des différences de réussite à l'école. Alors, en psychologie sociale, pour parler de ce type de travaux, on parle, si on s'arrête une minute, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que finalement, qu'on mobilise les gènes ou l'environnement familial, ce type de travaux arrive à la même conclusion, qui est que l'enfant qui réussit serait un enfant plus intelligent, plus motivé, et l'enfant qui est en difficulté serait un enfant qui n'est pas assez intelligent ou qui n'est pas assez motivé. Donc finalement, qu'on aille chercher le facteur causal ultime dans les gènes ou dans l'environnement de la famille, on a cette vision des choses qui est que les différences de réussite et donc les inégalités s'expliquent avant tout par des facteurs individuels à l'enfant, des facteurs intrinsèques à l'enfant. En psychologie sociale, on parle d'inside story pour utiliser cette métaphore finalement du prisme individuel à travers lequel la société, les adultes et aussi les enfants en fait, peuvent lire, peuvent interpréter, peuvent donner du sens à ces différences de réussite qui sont données à voir toute la journée dans la classe. Et on va petit à petit faire le lien avec la question des évaluations nationales, puisque dans la salle de classe, il y a tout un tas de situations au quotidien où les enfants sont exposés à des différences de réussite. Ça peut être une main qui se lève pour dire j'ai terminé un exercice, ça peut être une évaluation qui est rendue à l'oral, ça peut être un commentaire, un feedback, mais en fait les enfants sont constamment exposés toute la journée à des informations sociales qui leur permettent finalement de se comparer les uns les autres et d'avoir des informations sur comment ils se situent en fait dans la hiérarchie scolaire de la classe. Et on sait aujourd'hui que les enfants, très tôt, interprètent ces différences de réussite ou de difficulté à travers ce prisme en fait, des caractéristiques individuelles.
Donc si j'ai le temps à la fin, j'en reparlerai de cette question de la paire de lunettes. En fait, se dire que finalement, cette vision des choses qui est issue de travaux scientifiques fortement médiatisés, eh bien, ça fonctionne, ça vient colorer le regard en fait, et des adultes et des enfants pour donner naissance à une réalité sociale qui est finalement la salle de classe et les différences de réussite qui sont données à voir tous les jours, tout au long de la journée. Et donc les enfants vont utiliser comme une paire de lunettes pour lire cette réalité sociale et donner du sens en fait à ce qui les entoure au quotidien. Et donc là aujourd'hui mon but avec le temps qui m'est imparti, c'est de vous montrer que cette paire de lunettes, donc qui associe la réussite à des qualités individuelles intrinsèques aux élèves et la difficulté au contraire à une absence, à un manque de qualité, eh bien, c'est quelque chose qui pose problème et qui va jouer un rôle en fait dans la construction des inégalités scolaires. Et cette paire de lunettes, elle va être particulièrement à l'œuvre eh bien, dans les situations d'évaluation qui vont être perçues par les élèves comme des situations qui sont l'occasion de mesurer justement les qualités intrinsèques des élèves, leurs capacités intellectuelles, leurs compétences, etc. Et c'est d'autant plus intéressant, on discutait tout à l'heure avec quelques personnes, que même avec la bonne volonté du monde d'un enseignant qui essaye de dédramatiser en fait ces situations d'évaluation, eh bien, il y a tout un tas de caractéristiques contextuelles qui font que pour un élève de 6 ans, c'est très très dur de se dire quand même que là, on n'est pas en train d'évaluer ses capacités. Et donc, je vais vous présenter des travaux pour vous montrer, d'essayer de vous montrer que cette perception de la réalité scolaire, cette perception des différences de réussite, elle est en partie erronée d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, on a des travaux qui montrent que cette lecture de la réalité, elle n'est pas conforme aux connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement cognitif, sur le cerveau, sur l'apprentissage des élèves. Cette perception, elle est un obstacle aussi pour l'apprentissage, et notamment pour l'apprentissage des élèves les plus en difficulté. Et puis, elle joue un rôle dans la construction des inégalités. Alors, premier point, pourquoi cette perception de la réalité scolaire est en partie erronée ? Parce qu'elle sous-estime ce qu'on appelle en psychologie sociale, et donc je vais faire une petite parenthèse pour vous définir la psychologie sociale, qui est ma discipline de recherche. Cette vision des choses, elle sous-estime le pouvoir des situations, ce qu'on appelle en psychologie sociale le pouvoir de la situation. La psychologie sociale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sous-discipline de la psychologie, mais qui va s'intéresser à la façon dont les situations, pris au sens très large, une situation, ça peut être un groupe d'appartenance, ça peut être une interaction quotidienne, comment les situations peuvent influencer l'individu. Alors historiquement, il y a des travaux qui sont assez connus, qui sont faits notamment après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont essayé de comprendre justement qu'est-ce qui faisait que des individus se soumettaient à l'autorité ou au contraire ne se soumettaient pas à l'autorité, qu'est-ce qui faisait que des individus se conformaient à une norme dominante ou pas. Donc il y a les fameuses expériences dont vous avez peut-être entendu parler, l'expérience de Milgram, là, où on demande à des gens de donner des chocs électriques mortels à d'autres individus pour leur faire apprendre en fait des mots. Vous avez la célèbre expérience qui est aujourd'hui très critiquée, mais au moins elle a une valeur historique, la prison de Stanford, en fait, où on assignait des étudiants aléatoirement un rôle de prisonnier et de gardien pour voir comment les gens se comportaient dans des situations un peu extrêmes. Donc voilà, c'est une discipline qui s'est construite sur l'étude justement comment les situations peuvent changer les gens, peuvent les transformer et les amener à se comporter d'une façon différente de ce qu'ils auraient fait peut-être en temps normal. Et donc cette discipline, elle, au-delà des questions de soumission à l'autorité, de conformisme, etc., elle s'est diversifiée, elle s'est intéressée à d'autres questions comme la santé, comme le comportement d'aide, et puis les questions d'apprentissage. Et donc là, dans les travaux que je vous présente, typiquement, on a des situations où on donne à des élèves qui ont des caractéristiques individuelles, qui doivent réaliser en fait des tâches avec certaines caractéristiques, et on va s'intéresser à l'effet de la situation, comment finalement la situation peut influencer le niveau de réussite à une tâche. Alors, comment on fait dans ce type pour répondre à ce type de questions? Les travaux que je vais vous présenter sont des travaux qui utilisent la démarche expérimentale, et donc c'est des travaux où on va mettre les élèves
on va placer les élèves de façon aléatoire dans différentes situations et on va comparer, en fait, qu'est-ce qui se passe dans une situation par rapport à une autre situation. Hein, c'est comme quand on veut tester l'effet d'un médicament. Je fais une métaphore médicale. Je ne sais pas si c'est la plus appropriée, mais au moins tout le monde voit de ce qu'il relève. Vous voulez tester l'effet d'un médicament, eh bien, vous donnez un médicament à plusieurs milliers de personnes au hasard, et puis vous donnez un placebo à plusieurs milliers de personnes, et puis vous regardez si en moyenne les gens qui ont pris le médicament vont mieux que ceux qui n'ont pas pris, que ceux qui ont pris le placebo. D'accord ? Et si les gens qui avaient mal à la tête, qui prennent du Doliprane, vont mieux que ceux qui ont pris un morceau de sucre, eh bien, a priori, on peut faire l'inférence que le Doliprane permet de soulager le mal de tête. Si vous en prenez régulièrement, c'est qu'a priori, vous acceptez ce postulat qui est que le fait d'en prendre va engendrer une modification comparativement à une situation où vous n'en auriez pas pris. Ben là, on peut faire la même chose en plaçant les élèves dans une situation donnée et puis en comparant à ce qui peut se passer dans une autre situation. Et ça peut permettre de répondre à tout un tas de questions. Est-ce que quand on met les élèves dans une situation de compétition, ça donne la même chose que lorsqu'on met les élèves dans une situation de coopération? Est-ce que si on évalue avec des notes, ça donne la même chose que si on n'évalue pas avec des notes? Et on peut comme ça essayer de poser des questions et de regarder les effets, notamment des situations d'évaluation et de leurs caractéristiques sur le niveau d'apprentissage des élèves et sur les inégalités, sur les écarts qui peuvent exister entre les élèves. Alors, quand on parle de situation, la situation, elle relève, encore une fois, elle a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de situation. On dit souvent l'école reproduit les inégalités. C'est une formulation qui est très injuste parce qu'en fait, quand on dit l'école reproduit les inégalités, on a l'impression que c'est les enseignants qui reproduisent les inégalités. Et ça, c'est un discours qui peut être perçu de façon extrêmement culpabilisante par des enseignants et qui peut, sous certaines conditions d'ailleurs, les faire rejeter un peu des questions liées à cette question des inégalités scolaires en disant on nous met plein de choses sur le dos et là en plus on est en train de nous dire que c'est à cause de nous que l'école reproduit les inégalités. Alors d'un autre côté, on sait que moi j'étais prof des écoles plusieurs années avant d'être enseignant-chercheur. Je connais beaucoup d'enseignants et les enseignants que je connais en général, quand ils se lèvent le matin, c'est comme avec cette idée que ce qu'ils vont faire va avoir un certain pouvoir sur les élèves. S'ils se disent de toute façon, quoi que je fasse, ça ne changera rien, ce n'est pas extrêmement motivant pour aller travailler dans sa classe. Donc bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle un effet maître, il existe, mais cet effet maître, il est à replacer dans un contexte plus global, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la salle de classe et qui peut avoir un effet sur les élèves, eh bien, est contraint et déterminé par le fonctionnement d'une institution qui elle-même en fait reflète un ensemble de croyances culturelles et eh bien, ces croyances culturelles, le fonctionnement de l'institution vont aussi avoir un effet sur les élèves. Pour reprendre ce que je disais juste avant, cette croyance, cette paire de lunettes, là, cette croyance dans le fait que la performance de l'élève reflète ses capacités intellectuelles, eh bien cette croyance-là, ce n'est pas l'enseignant qui l'instille tous les jours à ses élèves. Alors il peut éventuellement essayer de la neutraliser ou alors de l'amplifier s'il y adhère, mais ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment de l'enseignant et de ses croyances, eh bien les élèves arrivent à l'école en étant socialisés à ce type de valeur qui est véhiculée par la société plus généralement. Parce qu'on vit dans une méritocratie, on vit dans une société qui nous dit que la position sociale des gens reflète leur mérite individuel. Et donc les élèves, ils grandissent dans cette société, ils arrivent à l'école aussi avec cette croyance dans le mérite individuel. Et ce n'est pas l'enseignant qui va, dans sa classe, en fait, instiller cette croyance. Et pourtant, ça se passe dans la classe, mais ce n'est pas nécessairement du ressort de l'enseignant. Et donc voilà, donc c'est important quand on s'intéresse à ces effets de contexte, à ces effets de situation, eh bien on peut s'intéresser aux interactions quotidiennes. Moi, c'est plutôt mes recherches, c'est plutôt le regard qu'elles ont. On s'intéresse un peu aux interactions du quotidien. Mais ces interactions du quotidien, eh bien, il faut garder en tête qu'elles sont déterminées aussi par un fonctionnement institutionnel de l'école et de la société et des croyances culturelles. Alors, pour commencer à vous donner des exemples concrets d'études et de résultats en lien avec cette question d'évaluation, je vais vous parler
En fait, on va commencer par la petite boîte rouge ou orange, en haut à gauche. Un exemple très connu de croyances culturelles que sont les stéréotypes. Alors, j'en parle d'autant plus volontiers que, en fait, historiquement, ce sont les premiers travaux en psychologie sociale qui sont intéressés justement aux effets des situations d'évaluation et à leur rôle en fait dans la construction des inégalités. Et c'est des travaux qui aujourd'hui sont assez largement vulgarisés. Et vous pouvez lire ça et là dans des ouvrages, notamment ce concept de menace du stéréotype. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et voilà. Alors, la menace du stéréotype, c'est donc des chercheurs de l'université de Stanford, dont Claude Steele, qui se sont posé la question finalement, est-ce que les stéréotypes sociaux peuvent jouer un rôle dans la construction des inégalités? Parce que cette question des stéréotypes, même parmi les psychologues sociaux, il y a un vieux débat qui est que est-ce que finalement les inégalités, elles sont la conséquence des stéréotypes? Est-ce que c'est les stéréotypes qui créent les inégalités parce que les gens y adhèrent? Par exemple, sur les questions du genre, c'est une question qui revient souvent dans les médias, dans l'actualité. Est-ce que les filles s'engagent moins dans les matières scientifiques parce que, en fait, elles sont exposées à des stéréotypes qui les dépeignent comme moins compétentes en maths, et donc elles vont croire à ces stéréotypes, elles vont y adhérer, elles vont moins se projeter, et donc elles vont moins s'engager dans ce type de démarche. Mais il y a des gens qui disent le contraire, et y compris des psychologues sociaux, qui vont vous dire non, les stéréotypes, c'est juste une description précise de la réalité. Et donc les stéréotypes, en fait, ils ne font que refléter l'état de la société. Et ça, c'est un débat en fait, qui peut être un débat idéologique. En fait, globalement, les gens de gauche vont plutôt opter pour la première proposition que j'ai faite, et les gens plutôt à droite vont plutôt opter pour la deuxième, et on peut discuter comme ça longtemps sans jamais tomber d'accord. Et donc, dans ces travaux, les chercheurs ont essayé de poser cette question, est-ce qu'on peut essayer de répondre à la question, est-ce que finalement les stéréotypes, l'activation des stéréotypes peut jouer un rôle en fait, dans la construction des inégalités? Et donc pour ça, ils ont créé une série d'études dans laquelle ils ont comparé des étudiants qui allaient être exposés aux stéréotypes et puis d'autres étudiants qui n'allaient pas être exposés. Alors avant de vous présenter l'étude qui s'intéresse à la question des évaluations, et notamment des évaluations nationales, je vais juste vous présenter un peu le concept général, parce qu'en général, c'est une étude qui existe et qui parle aux gens. Et c'est vraiment une étude qui a été faite et qui a été publiée. Et cette étude, elle a priori rien à voir avec les évaluations nationales, elle porte sur la conduite. Et donc c'est une étude qui a été faite avec des femmes et des hommes qu'on a fait venir en fait dans un laboratoire pour une expérience. En fait, le laboratoire, c'était dans la rue, c'était comme dans un studio de cinéma. En fait, on donnait rendez-vous à des personnes qui devaient venir pour participer à une expérience. Et ces personnes, on leur demandait individuellement, les gens ne venaient pas en groupe, ils viennent les uns après les autres, et on fait en sorte qu'ils ne se croisent pas. Et on leur demandait la chose suivante, on leur demandait de faire un créneau avec une voiture. Alors, la situation était standardisée, il faut imaginer une rue avec une voiture au milieu de la route, et puis il y avait des voitures qui étaient garées avec un trou, et puis les personnes devaient garer la voiture en faisant un créneau. D'accord ? On a fait venir des hommes et des femmes pour faire cette expérience, et on leur a demandé, avant de faire l'expérience, est-ce que vous pensez que les femmes sont de moins bonnes conductrices que les hommes ? Tout le monde, femmes et hommes, disaient non, 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 c'est pas vrai, les femmes ne sont pas de moins bonnes conductrices que les hommes. Par rapport à un stéréotype qui est... Je pense que vous avez tous entendu parler de ce stéréotype, que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas, mais au moins, est-ce que vous l'avez entendu? Voilà. Donc c'est le principe d'un stéréotype, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais souvent, on sait qu'il existe et on en a au moins entendu parler. Et donc, voilà, il y a des hommes et des femmes qui font cette expérience. La seule chose, c'est qu'avant de faire l'expérience, les chercheurs ont manipulé en fait, le contexte dans lequel en fait, se déroulait l'expérience, sans bien sûr que les participants en aient conscience. Dans une condition, les chercheurs avaient demandé à des complices, à des compères, donc c'est des gens qu'on paye pour jouer un rôle,
au moment où la personne garait la voiture, de venir marcher dans la rue en assez grand nombre, et puis au moment où il passait à côté de la voiture, de regarder comme ça la voiture en train de faire le créneau. Donc pour générer un peu une espèce de pression sociale qui est le regard un peu d'autrui. Voilà. Et puis dans l'autre condition expérimentale, c'était l'inverse. En fait, on avait, comme dans les studios d'Hollywood, on avait fait en sorte que la rue soit évacuée et qu'il n'y ait personne en fait qui se balade au moment où la personne fait son créneau. Et donc ce que l'étude montre, c'est que dans la condition où il y a des passants qui regardent, eh bien, les femmes réussissent en moyenne moins bien leur créneau que les hommes. Alors, en fait, les chercheurs avaient donné une note de créneau qui peut être contestable, hein, mais avec tout un tas d'indicateurs, le temps mis à faire le créneau, combien de fois on s'y reprend, est-ce qu'il y a un phare cassé ou pas. Enfin, bon, on pouvait donner une note de créneau comme ça, qui était un indicateur de performance. Et dans cette situation avec les passants, bien, les femmes réussissaient en moyenne moins bien le créneau que les hommes. En revanche, dans la condition où il n'y avait pas de passants qui observaient, il n'y avait plus de différence. Les femmes réussissaient leur créneau tout aussi bien que les hommes. Donc on voit que c'est une illustration comment le contexte peut finalement modifier la performance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la condition expérimentale où il y avait des passants, encore une fois, quand on demandait aux femmes est-ce que vous pensez que les femmes sont de moins bonnes conductrices que les hommes, elles disaient non. Donc c'est pas, elles n'avaient pas nécessairement intériorisé eh bien, le stéréotype selon lequel elles sont de moins bonnes conductrices. Mais alors, selon les chercheurs, qu'est-ce qui se passe? C'est ce fameux effet de menace du stéréotype, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans une situation où il y a un peu de pression sociale, et pourtant quand on fait un créneau, on n'est pas en train de jouer sa vie a priori, on n'est pas un oral pour passer dans une école prestigieuse, on n'est pas en train de faire une évaluation qui va nous donner accès ou pas à la classe supérieure. A priori, c'est une situation où il n'y a pas énormément d'enjeux sociaux, mais pour autant, eh bien, dans cette situation, on est en train de faire le créneau et qu'il y a des gens qui nous regardent. On pourrait imaginer peut-être dans la vraie vie quelqu'un qui klaxonne derrière parce qu'on ne fait pas le créneau assez vite. Eh bien, dans cette situation, eh bien, il se trouve que les femmes eh bien, sont davantage pénalisées. En tout cas, elles réussissent moins bien que les hommes. Et donc, selon les auteurs, eh bien, c'est dû à un effet de menace du stéréotype, qui est que quand je suis dans une situation où je me sens évalué, où je sens que finalement l'image de soi est évaluée, eh bien, si j'appartiens à un groupe qui est réputé moins compétent, eh bien, je vais avoir peur de confirmer le stéréotype. Et cette peur de confirmer le stéréotype négatif de mon groupe, eh bien, ça va faire que je vais moins bien réussir. Alors comment, on en parlera un petit peu plus tard, mais je voulais déjà vous présenter un peu l'idée générale du phénomène. Et donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette question de la menace du stéréotype et des tests standardisés. Alors historiquement, c'est plutôt des Américains qui ont fait ça à l'université, puisque à l'université, quand les étudiants veulent rentrer à l'université, il y a deux choses. Enfin, ils font des classements, voilà, est-ce qu'ils veulent aller à Stanford, à Harvard ou dans une université moins prestigieuse. Et en fait, pour avoir leur choix ou pas, il y a deux choses. Il y a le coût, bien sûr, financier de l'université, où ils peuvent avoir éventuellement des bourses, etc. Mais il y a aussi un test d'intelligence qui s'appelle le SAT, qui est un test standardisé, qui ressemble très fortement à un test d'intelligence, où il y a tout un tas d'épreuves logiques, mais c'est un test standardisé, et la note, en fait, à ce test, eh bien, va déterminer l'université à laquelle vous pourrez prétendre. C'est-à-dire que même si vous êtes très riche, mais que vous avez que vous plantez à ce test, eh bien, vous ne pourrez pas accéder aux plus grandes universités. Voilà. Inversement, si vous avez une bourse et que vous avez un super score, eh bien, vous pourrez accéder. Et donc, c'est un test standardisé pour lequel il y a énormément de pression pour les étudiants, puisque c'est là que se joue eh bien, leur potentiel accès aux universités de leur choix. Et donc, il y a des travaux qui ont montré aux États-Unis que, eh bien, dans ces situations de tests standardisés, eh bien, quand c'était présenté comme un test d'intelligence, et c'est souvent le cas en fait à l'université, puisque ça a toutes les caractéristiques d'un test d'intelligence, eh bien, les étudiants issus de milieux populaires ou les Afro-Américains réussissaient moins bien en fait, que les étudiants de milieux favorisés ou que les étudiants blancs, puisque aux États-Unis, en fait, les inégalités elles sont beaucoup aussi étudiées à travers le prisme en fait, de l'ethnicité, alors que quand ces mêmes tests étaient présentés de façon différente en évacuant cette dimension de l'évaluation de l'intelligence, en fait, on n'avait plus d'écart. Et donc, en France, il y a des chercheurs qui se sont posés la même question et qui ont essayé de voir si on avait un effet de ces situations évaluatives sur les inégalités
en France, et notamment les inégalités liées à l'origine sociale. Et donc, vous avez des recherches. Je vais vous présenter en fait une recherche qui a été faite, je vais revenir là-dessus, à la fois chez des étudiants de L1, de première année de licence à l'université, et chez des élèves de CP. En fait, le plan expérimental est exactement le même. La seule chose qui change, en fait, c'est le niveau de difficulté du test. Et en fait, le test qui a été utilisé, c'est le test qui s'appelle le test des matrices progressives de Raven, qui est un test d'intelligence, qui est censé mesurer l'intelligence, qui donne lieu à un score de quotient intellectuel. Et ça fait partie des batteries de tests qui sont utilisées, notamment par les psychologues scolaires ou les psychologues en libéral, quand les enfants sont suspectés d'être haut potentiel ou inversement déficients, eh bien, les parents peuvent emmener bien les enfants se faire tester. C'est ce type de test qui est utilisé pour dire si l'enfant a un quotient intellectuel dans la moyenne, au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et donc, dans cette expérience, les étudiants de L1 faisaient la version adulte de ce test, mais il existe une version pour les jeunes enfants. Et donc, dans l'expérience avec les élèves de CP, c'était la version pour les enfants qui a été utilisée. Et donc, dans cette étude, eh bien, on présentait, donc les enfants ou les étudiants réalisaient ce test, et en fait, ce qui était manipulé, c'était la consigne qui était donnée aux élèves ou aux étudiants. Et pour une moitié des élèves, on leur disait, eh bien, ce test a pour but d'évaluer votre intelligence. C'est les consignes qui sont données quand si un enfant va chez un psychologue libéral pour savoir s'il est HPI ou s'il est déficient, eh bien, en fait, le psychologue va dire je vais évaluer ton quotient intellectuel, je vais évaluer ton intelligence. Et même s'il ne le dit pas, l'enfant, normalement, il a quand même bien cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence, des capacités qui est en jeu, qui est évalué. Donc ça, c'est pour une moitié des élèves. Et donc, c'était en fait, alors, quand on fait ce type d'expérience dans les écoles, souvent, on va dans les écoles et puis on prend une salle à part et puis on va faire, alors soit on fait des études en groupe classe, mais dans ce type d'études, en fait, c'est des passations individuelles. Et donc, les enfants viennent passer l'expérience un par un avec l'autorisation des enseignants et puis des parents, bien évidemment. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle une randomisation, c'est-à-dire que l'enfant est placé dans une des deux conditions au hasard. Voilà. Et donc, l'élève, soit, quand il découvre le test, soit on lui dit qu'il est là pour qu'on évalue son intelligence, soit on lui dit au contraire que ce n'est pas un test d'intelligence. Et alors pour les étudiants, on disait que c'était une étude sur le raisonnement, et pour les enfants, on disait que c'était un jeu, qu'on était en train de fabriquer un jeu, et on voulait voir si le jeu était adapté à l'âge des enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de retirer la pression évaluative qui est liée à la mesure de l'intelligence et les stéréotypes qui sont associés. Et donc, dans ce type d'études, ce qu'on fait, c'est que quand on a fait passer l'ensemble des participants, on va pouvoir comparer si en moyenne, les gens qui passent le test en pensant être évalués sur leur intelligence, est-ce qu'ils ont un niveau de performance moyen que ceux qui pensent que c'est un jeu ou que c'est une étude sur le raisonnement. Et surtout, on va pouvoir regarder si l'effet il est différent en fonction des caractéristiques sociales des élèves. Et donc là, dans ce type de protocole, on va pouvoir comparer 4 groupes. On va pouvoir comparer des élèves, alors j'ai mis de SSE faible, c'est-à-dire de statut socio-économique faible, donc des élèves plutôt issus de milieux défavorisés. Donc vous avez 4 groupes en présence, des élèves de milieux défavorisés qui pensent qu'on évalue leur intelligence, des élèves de milieux défavorisés qui pensent qu'ils sont là pour faire un jeu, des élèves de milieux favorisés qui pensent qu'on évalue leur intelligence et des élèves de milieux favorisés qui pensent qu'ils sont là pour faire un jeu. Et on va regarder si le contexte, la situation et la représentation que l'élève en a peut jouer sur le niveau de performance. Si on pense que l'intelligence, c'est quelque chose de fixe, qui est déterminé génétiquement, normalement, on devrait voir aucune différence entre les conditions. D'accord ? Alors parfois on dit oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait passer le test 2 fois aux élèves dans les 2 conditions? Parce que ça se trouve, cet élève qui était là, s'il avait été là, on ne peut pas faire ça en fait. C'est-à-dire que si vous faites, c'est comme pour les médicaments et les placebos, si vous donnez un médicament à l'élève, et si vous lui donnez le placebo aussi, vous ne pourrez pas savoir si le médicament il marche. Donc on est obligé d'assigner à une des 2 conditions chaque élève. Et en fait, on utilise la randomisation pour faire en sorte que le hasard, normalement, fait que toutes les différences qui peuvent exister entre les élèves devraient être réparties. Si on a un grand nombre d'élèves, elles devraient être réparties
équitablement entre les conditions. C'est-à-dire que s'il y a un élève qui a mal dormi la nuit, normalement le hasard fait que tous les élèves qui ont mal dormi la nuit ne doivent pas se retrouver dans la même case. Le hasard doit faire qu'il doit en avoir un peu partout. Pareil, si un élève je sais pas, il traverse des problèmes familiaux, ses parents se séparent, normalement le hasard fait qu'ils ne vont pas tous être au même endroit, ils vont être répartis en fait, entre différentes conditions. Voilà. Alors, en ordonnée, vous avez le niveau de performance, donc le score de QI, en fait, qui a été mesuré par... alors là, ce n'est pas tout à fait le score de QI, parce qu'un score de QI, il a une moyenne de 100 avec un écart type de 15. Là, en fait, c'est le nombre de matrices qui ont été correctement résolues en fait, par les élèves, et ça donne lieu ensuite à une transformation en score de quotient intellectuel. Et en tout cas, vous avez la performance, on va dire, au test en ordonnée, et puis en abscisse, vous avez les deux situations, évaluative ou non évaluative. Ce qu'on voit dans la situation évaluative, c'est que les rouges, donc les élèves de milieu populaire, réussissent moins bien que les élèves de milieu favorisé. Donc ça, c'est conforme finalement aux données qu'on a, aux données de PISA, aux données des évaluations nationales, et à tout un tas d'études notamment qui font l'afférence à partir de ce type de données que il y aurait des différences génétiques entre les enfants de milieu populaire et de milieu favorisé sur la base de tests de QI. Et donc, si on s'arrête là, on peut tirer la conclusion que les élèves de milieu populaire sont moins intelligents que les élèves de milieu favorisé. Et donc, c'est normal s'ils réussissent moins bien à l'école. Et donc, c'est normal s'ils ont des moins bonnes positions sociales dans la société. Quand on regarde l'autre condition, on voit qu'on a une autre histoire en fait, qui est proposée, qui est racontée. On voit que finalement, quand on retire la pression évaluative, ou en tout cas quand on retire l'idée que le test est une mesure de l'intelligence, on n'a plus cette différence en faveur des élèves de milieu favorisé. On a même des élèves de milieu populaire qui réussissent mieux en moyenne que les autres. Alors, cet écart, il n'est pas toujours observé selon les études. Autant cette différence-là, la différence entre le fait qu'on supprime l'écart, c'est observé dans toutes les études sur la menace du stéréotype. L'inversion n'est pas systématiquement observée, donc je n'ai pas trop envie de m'y attarder sur le pourquoi. On pourra en discuter si vous voulez, si vous avez des questions, mais ce qui me semble important de retenir, c'est qu'on voit quand on retire un peu la pression évaluative de cette situation, on a des élèves de milieu populaire qui réussissent aussi bien que les enfants de milieu favorisés. Donc il y a bien quelque chose dans la situation, dans le contexte, qui amène les élèves à moins bien réussir. Alors ce type d'études, ce n'est pas juste un one-shot, hein, ce type d'études a été réalisé un grand nombre de fois. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines en fait, d'études sur la menace du stéréotype, avec des résultats consistants qui montrent en fait, qu'on peut comme ça créer ou neutraliser des écarts de réussite en fonction des stéréotypes, en fonction des groupes sociaux. Alors ça n'a pas été fait qu'avec l'origine sociale, il y a des travaux, notamment ceux de Pascal Huguet et Isabelle Régnier, qui ont montré la même chose en fait, sur les inégalités de genre. Et là, par exemple, dans ce type d'études, on donne cette figure à des élèves de 6e à mémoriser, ça s'appelle la figure de Ray. Donc ils doivent mémoriser cette figure pendant une dizaine de minutes, et ensuite on leur demande de la restituer le plus précisément possible sans le modèle. Alors, cette figure a la particularité de pouvoir être présentée soit comme de la géométrie, donc des maths, et donc des stéréotypes associés avec les filles sont moins bonnes en maths que les garçons, soit comme du dessin, domaine pour lequel il n'y a pas de stéréotype en fait, à la défaveur des filles. Et quand on fait le même type d'étude, donc vraiment le même design que je vous ai présenté avant, en présentant soit ça comme une évaluation de géométrie, soit comme du dessin, on voit que quand c'est présenté comme une évaluation de géométrie, les filles en rouge réussissent moins bien que les garçons. Et quand c'est présenté comme du dessin, on n'a plus cette différence. Et là aussi, on a même une légère inversion à l'avantage des filles. Donc c'est aussi un exemple de ce qu'on appelle des effets de contexte, des effets de situation. On voit qu'au-delà des caractéristiques individuelles qui peuvent exister, je ne suis pas en train de nier l'existence de différences individuelles entre les enfants, entre les élèves. Ils arrivent à l'école, ils sont différents, ils peuvent maîtriser des compétences qui sont différentes, mais au-delà finalement des différences individuelles, on a quand même des effets de contexte, des effets de situation qui viennent modifier en fait la performance moyenne des élèves.
regarde le temps, je ne sais pas combien. Si vous, encore une fois, si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui. Pour la géométrie, c'était des sixièmes. Des élèves de sixième. Voilà. Et je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que l'étude elle a été faite également avec des élèves plus jeunes. En fait, je crois qu'il y a eu des réplications sur les élèves de primaire. Oui. Oui. Alors, on va effectivement faire, enfin, on peut se poser effectivement du rôle hein, de ces évaluations dans la construction des inégalités. En tout cas, on voit que, et je sais que vous êtes là pour ça, on voit que ce type, en tout cas les évaluations standardisées qui, en tout cas dans la tête des enfants, sont là pour évaluer les différences de capacité, eh bien, peuvent engendrer des écarts de réussite à la défaveur des enfants qui appartiennent à des groupes réputés moins compétents. Donc les filles en maths, en sciences, et puis les élèves de milieux populaires, comparativement aux élèves de milieux favorisés. Et donc toute la question réside dans finalement cette perception de ce que mesurent en fait ces évaluations. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Et quand je dis ça, moi, j'ai pas le. Enfin, vous allez peut-être me poser des questions, mais je crois que je l'avais dit à Rachel quand elle m'avait interviewé. Moi, j'ai pas la réponse de qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se. Enfin, je pense qu'il y a énormément d'enseignants de CP qui essayent de justement dédramatiser, de dire non, mais c'est pas une évaluation, c'est une photo à un instant T, etc. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette situation a toutes les caractéristiques d'un test standardisé, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur la même chose en même temps. Alors, je ne sais plus si ça existe encore, mais avant, il y avait les cahiers de couleurs. Donc, tout le monde avait le cahier avec la même couleur. Les mêmes choses à faire, c'était chronométrer, la même consigne. En fait, dans la tête d'un gamin de CP, qui est en fait un scientifique naïf, en fait, on se dit, toute chose étant égale par ailleurs, puisque le contexte donne l'apparence d'être identique, hein, le chrono, les consignes, tout le monde fait la même chose en même temps, un gamin qui est un scientifique naïf se dit, toute chose étant égale par ailleurs, s'il y a des différences à la fin, c'est bien que ça vient de moi, en fait. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que même avec toute la bienveillance du monde et le discours que peuvent avoir les enseignants, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de dédramatiser, hein, si l'enseignant dit on va évaluer vos capacités intellectuelles, c'est bien sûr c'est encore pire, mais ce que je veux dire c'est que même quand on essaye finalement de dédramatiser, c'est pas simple parce qu'il y a une situation qui a toutes les apparences d'une situation quand même qui est importante, qui a de l'enjeu et qui en fait a tous les apparences d'une situation équitable, du fait qu'elle soit en fait chronométrée, consigne égale, etc., etc. Et ça, je pense que dans la tête d'un enfant de 6 ans, en fait dans la tête d'un enfant de 6 ans, je pense que c'est difficile de faire une autre inférence que on est en train d'évaluer quand même mes capacités. Voilà. Et donc à partir du moment où on pense qu'on évalue ses capacités, forcément, ça peut engendrer en fait des différences de réussite liées en fait aux caractéristiques sociales des élèves. Alors, la question qui se pose, c'est il ne s'agit pas de dire, bien évidemment, qu'il ne faut plus évaluer les élèves.
Mais la question, en tout cas, que les chercheurs se sont posées, c'est qu'est-ce qui est menaçant dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, dans cette situation évaluative, la performance de certains élèves est perturbée, alors que d'autres non? Eh bien, c'est cette fameuse perte de lunettes dont je vous parlais. En fait, ce qui est menaçant, c'est que, eh bien, c'est cette idée que, eh bien, la réussite est associée à l'intelligence et que la difficulté soit associée à quelque chose de problématique, quelque chose qui relèverait finalement une insuffisance, un manque de capacité, de compétences, de fonctions exécutives, de mémoire de travail, ce qu'on veut. Il y a cette idée que, eh bien, être en difficulté, eh bien, ça veut dire qu'on manque de quelque chose, alors que quand on réussit, et si possible qu'on réussit vite avant les autres, eh bien, c'est qu'on a des qualités qui seraient supérieures. Et ça, les enfants, ce type de raisonnement, ils l'acquièrent très vite et ils le perçoivent très vite, ils comprennent très vite qu'il vaut mieux réussir qu'échouer, et qu'en plus, si on réussit avant les autres, ben, c'est encore mieux. Parce qu'ils le voient dans les regards tout simplement de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs camarades. Je veux dire, ils font cette observation répétée depuis qu'ils sont tout petits que la réussite est quelque chose de positif et que la difficulté est quelque chose plutôt d'aversif. Et là, on est dans une situation où, eh bien, on évalue tout ça de façon chronométrée, etc. Et donc, ils se disent bien, là, il est en train de se jouer quelque chose quand même d'assez important. Et donc, c'est peut-être mieux si eh bien, je m'en sors plutôt mieux que pas bien. Et ça, se percevoir comme moins intelligent que les autres, eh ben, c'est quelque chose de désagréable à tous les âges. Je pense que les adultes y compris, on n'a pas envie, dans une situation sociale quelle qu'elle soit, que les autres nous perçoivent comme moins compétents, moins intelligents, que ce soit dans votre métier, dans notre métier, que ce soit dans notre vie personnelle. On a envie en général que les gens nous perçoivent positivement, et quand on est perçu négativement, quand on est évalué négativement, eh bien, ça génère des dynamiques psychologiques de stress, de pensées négatives, de rumination, qui en fait sont coûteuses pour le fonctionnement cognitif. Comment ? Donc la grande réussite là, c'est d'arriver à le faire en coup de deux bandes, c'est-à-dire une fois pour les élèves et une fois pour leurs évaluateurs. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les enseignants, quand ils se retrouvent dans une situation d'être évalués, je ne sais pas s'ils sont évalués par les résultats de leur classe aux évaluations nationales, mais en tout cas, quand les enseignants, je pense que vous le savez bien, sont évalués, que ce soit une inspection, etc., j'imagine que vous avez la même... Alors, il y a des différences individuelles, il y a peut-être des gens qui prennent plus de distance que d'autres par rapport à ça, mais en fait, en tant qu'adulte, quand on se sent évalué, en tout cas dans une situation qui a de l'enjeu pour nous, où on a envie de réussir parce que c'est important pour nous de réussir et de donner une bonne image, eh bien, avoir l'impression qu'on va être perçu négativement, c'est quelque chose de désagréable en fait, qui peut engendrer justement du stress, des pensées négatives, des ruminations qui vont être coûteuses pour le fonctionnement cognitif. Encore une fois, en fait, il faut que la situation elle ait de l'enjeu pour la personne. Et parfois, ce qui peut avoir de l'enjeu pour une personne peut ne pas en avoir pour l'autre. Peut-être qu'il y en a pour qui une inspection, il n'y a aucun enjeu, on s'en fiche, voilà, c'est pas ça qui fait que vous évaluez pas à l'aune de ça. Pour d'autres personnes, ça peut être important. Et puis pour d'autres personnes, ça va être autre chose qui va être très important et il va y avoir d'autres situations dans lesquelles vous aurez envie justement qu'on vous perçoive positivement. Et si vous craignez à un moment donné que ça ne soit pas le cas, eh bien, ça peut engendrer cette dynamique psychologique négative. Et donc, on sait que le fonctionnement cognitif, il est limité. Je suis désolé de vous l'apprendre. On a des ressources qui sont limitées, tous les uns les autres. On a ce qu'on appelle des ressources attentionnelles qui sont limitées. Et en fait, quand nos ressources attentionnelles, quand on ressent du stress, des pensées négatives, des pensées interférentes, des ruminations, des choses qui reviennent, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Si j'y arrive pas, je ne serai pas pris. Si j'ai une moins bonne note, eh bien, je ne serai pas pris dans l'école de mes rêves, etc. Ce type de pensée, c'est coûteux pour le fonctionnement cognitif. Ça vient manger des ressources attentionnelles et ça va faire que, eh bien, on va avoir moins de ressources pour faire la tâche.
Alors ça ne veut pas dire qu'on va se planter lamentablement, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une mauvaise note, mais surtout dans des situations très compétitives, ça peut vouloir dire qu'on aura peut-être un peu moins que ce qu'on aurait pu avoir. Et ce un peu moins, ça peut faire qu'on ne va pas être pris, on ne va pas être sélectionné, alors que si on avait bénéficié plutôt d'un stéréotype positif où on ne se serait pas questionné justement sur l'image de soi, eh bien, on aurait eu 1 point, 2 points en plus, et ça aurait fait que, eh bien, on serait passé. Et c'est des phénomènes qui sont par exemple très étudiés dans les concours, dans les grandes écoles, quand il y a des oraux, parce que là on est sur des tâches écrites, mais quand on est dans un oral où il y a une évaluation qui peut être très subjective, eh bien on peut avoir le même type de phénomène à l'œuvre. C'est-à-dire que si on est en train de se questionner sur voilà, c'est pas parce que je viens d'un milieu populaire que je peux pas rentrer dans cette école, il faut absolument que je leur montre que voilà, moi aussi je peux y arriver, que j'ai ce type de questionnement en fait, et ce type de crainte, eh bien, je ne vais pas être dans la même situation qu'en fait si je me pose aucune question et que parce que je viens d'un milieu favorisé et que je sais qu'on a des attentes de réussite vis-à-vis de moi et donc je ne vais pas avoir ce type de questionnement, ce type de crainte et donc finalement je vais être un peu plus à l'aise et je vais faire une prestation qui va être perçue comme meilleure et potentiellement avec des conséquences en termes de réussite ou d'échec. Alors, et donc, voilà, c'est un peu une situation de double tâche. Alors, parfois, on parle de bon stress et de mauvais stress, pareil, toujours dans les médias ou dans ce type de débat, on parle du bon stress ou du mauvais stress. En fait, ce que disent les psychologues par rapport à cette question du bon stress ou du mauvais stress, c'est pas tant qu'il y a un bon stress ou un mauvais stress. Le stress, il peut effectivement, pour certaines personnes, améliorer les performances. On voit, par exemple, les sportifs de haut niveau, ils ont besoin d'avoir cette compétition, ce stress pour avoir la meilleure performance. Et ils ont besoin d'être aux Jeux Olympiques, d'être aux Championnats du monde. C'est là où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc on sait qu'il y a des conditions où le stress il peut augmenter la performance. Mais il y a des conditions en fait, où le stress, l'anxiété, les pensées négatives, au contraire, vont perturber la performance. Parce qu'on est dans une situation de double tâche et qu'on va avoir moins de ressources. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, c'est la perception que l'individu a de pouvoir en fait, faire face à la menace ou au défi en fait, qui est face à lui. C'est-à-dire que si, encore une fois, je suis dans une situation où il y a de l'enjeu, une situation qui est importante pour moi, où je veux réussir, et que cette situation elle est difficile, si j'ai l'impression que j'ai les ressources pour y arriver, parce que effectivement j'appartiens à un groupe perçu comme compétent, parce que les enseignants ont des attentes positives vis-à-vis de moi en tant qu'individu, ou parce que j'ai un niveau d'entraînement tel que je suis sûr que je vais y arriver, et bien effectivement, cette situation de stress, de compétition, elle va avoir tendance à mettre les individus dans les meilleures conditions et on va avoir un effet de boost, ça va booster l'estime de soi, on va réussir mieux. Par contre, si j'ai des doutes sur le fait de y arriver, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à la situation, soit parce que effectivement on a des attentes négatives vis-à-vis de moi, attentes sociales ou attentes individuelles, ou parce que je suis en difficulté et que je n'ai pas réussi à maîtriser, à atteindre un niveau de maîtrise suffisant pour me dire que c'est sûr, je vais y arriver, et bien à ce moment-là, je vais être dans une situation menaçante et ce stress, il va avoir un effet négatif sur moi. Et donc, en fait, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que ces situations d'évaluation qui sont en fait perçues par beaucoup de gens comme étant complètement équitables, parce que voilà, même conditions, même temps, etc. En fait, elles peuvent être vécues très différemment par les élèves, de par justement leur niveau d'aisance quand ils arrivent à l'évaluation, et puis leurs caractéristiques sociales qui font qu'il va y avoir des attentes plus ou moins positives, négatives, les stéréotypes, mais aussi bien sûr des attentes interpersonnelles. Peut-être que l'enseignant peut avoir aussi l'effet Pygmalion, des attentes vis-à-vis d'un élève en particulier. Les parents eux-mêmes aussi peuvent avoir des attentes, et donc il y a un système d'attentes que les élèves perçoivent en fait et qui vont les mettre dans des plus ou moins bonnes conditions en fait pour pouvoir réussir dans ces situations. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Oui.
Après, c'est aussi une préparation, parce que dans les milieux plus favorisés, des fois, on a les parents qui expliquent les modalités des évaluations et donc les élèves sont moins inquiets, effrayés quand c'est pas le cas dans les milieux plus populaires où l'école peut être vue plus comme abstraite, comme difficile et donc il n'y a pas de préparation et donc ils arrivent moins préparés Mm. aussi. Ça peut, j'imagine, peut-être perturber aussi cette. Alors, il y a la préparation au contenu et la préparation au stress. Et effectivement, il y a des travaux, je pense aux travaux de Sandrine Garcia, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le goût de l'effort, où elle parle de la pédagogisation de la vie quotidienne. On sait que les parents de mieux favorisés, à travers les activités de la vie quotidienne, en fait, préparent leurs enfants en fait, à l'école, et ça très tôt. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez des invités chez vous, vous demandez aux enfants de mettre le couvert, et vous allez dire ah tiens, t'es sûr que t'as pas oublié quelqu'un, machin, il va pas pouvoir manger ce soir, il lui manque une fourchette. Enfin, on va faire comme ça compter les élèves, on va les faire comparer des quantités à travers les activités de la vie quotidienne. Et puis je parle pas bien sûr de voilà les balades où on va regarder tiens, oh, regarde cette rue, c'est quoi cette lettre, est-ce que tu sais comment elle chante, etc. Voilà. Et puis les contenus culturels. Hein. Ce n'était pas le but de ma présentation, mais là, on a des travaux récents en maternelle. On est allé filmer des moments de regroupement à l'école maternelle, et notamment quand les enfants restituent ce qu'ils ont fait à la maison pendant le week-end ou les vacances. Et effectivement, il y a des mondes, je crois que c'est Bernard Lahire qui parle de mondes parallèles, hein, où vous avez des enfants qui reviennent de Miami, qui racontent à tout le monde. Alors, bien sûr, tout le monde a les yeux qui brillent comme ça en grande section. Il y en a un qui est allé à Miami, qui a vu les caïmans dans les Keys, etc. Voilà, celui qui a été c'est des contenus culturels aussi qui sont valorisables en fait dans la salle de classe et qui vont effectivement à la fois préparer les élèves aux apprentissages, qui vont les préparer aussi à avoir une bonne image de scolaire parce qu'ils voient tous les jours qu'ils ont des choses intéressantes à dire, qu'en en fait ils sont perçus comme des enfants intelligents. Et donc effectivement, ils vont arriver dans ces évaluations en étant plus confiants que d'autres élèves qui ne sont pas préparés à travers leur vie quotidienne à ces savoirs scolaires. Voilà. Non pas parce que les parents, encore une fois, s'en fichent, ne les stimulent pas ou n'ont pas d'ambition, simplement, ces pratiques culturelles, elles émergent dans certaines conditions sociales en fait, et matérielles. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus facile quand on a des ressources, en tout cas une relative abondance de ressources économiques, une stabilité de l'emploi, du logement, d'avoir des pratiques où on invite les enfants à faire des choix, à faire des activités, faire des voyages, que quand on a une instabilité des conditions de logement, d'emploi et des boulots où en fait on n'est pas toujours présent à la maison et surtout il y a une séparation en fait entre le loisir et puis le travail. C'est-à-dire quand on a un métier très dur physiquement, on ne se dit pas qu'on peut travailler en s'amusant. Voilà, ça ne fait pas partie de la réalité de la vie. Alors quand on a un boulot plutôt, on va dire, profession supérieure, on peut prendre du plaisir en travaillant. Et donc l'idée qu'on puisse être en famille et en même temps s'amuser et puis apprendre, en fait, ça fait partie de la réalité quotidienne de la vie. Alors que dans les milieux populaires, on sait qu'il y a une séparation très nette, c'est je vais bosser et quand je reviens du boulot, c'est là où c'est les loisirs. Et donc, il n'y a pas de perméabilité entre les deux. Et donc, ça donne lieu à des pratiques en fait, qui sont différentes. Ouais. Oui. Là. Oui. Ouais, j'avais une petite question sur la politique des quotas, en fait, qui est assez récente. Enfin, pas tant que ça, finalement, quand on regarde les États-Unis. Mais du coup, est-ce que ça peut avoir... Enfin, est-ce qu'il y a des études qui montrent si ça a un impact ou pas sur le stéréotype? C'est-à-dire que, est-ce que, du coup, ça peut avoir un impact vraiment positif tel qu'il le veut? C'est-à-dire que, du coup, il y a des gens qui, par les quotas, vont accéder à certains niveaux d'études, à certaines positions sociales dans la société. Et du coup, les plus jeunes, qui seraient dans la même situation qu'eux au départ, vont se dire, je peux moi aussi. Ou est-ce qu'au contraire, ça ne fait que renforcer finalement la question du stéréotype, puisqu'en fait, on se dit, mais oui, mais finalement, s'il accédait à ces postes-là ou à cette place-là dans la société, c'est parce qu'il était issu d'un certain milieu ou d'une certaine catégorie sociale. Et s'il n'avait pas été dans cette catégorie sociale, peut-être qu'il ne serait jamais arrivé. Alors, bon, je ne connais pas assez les travaux sur cette question pour pouvoir répondre de façon affirmative. Donc, je n'ai pas vraiment la réponse et je préfère être très prudent. En revanche, ce qui est certain, c'est que les travaux aux États-Unis, il y a des travaux sur notamment l'inclusion, la diversité.
ce qui est assez clair qu'en fait, c'est si on ne change pas un peu les institutions par la force, en fait, il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que si on n'amène pas des institutions, que ce soit les institutions politiques, éducatives, l'université, en fait, à changer un peu les normes, quelles sont les valeurs qui sont valorisées, quels sont les contenus qui sont valorisés, et donc éventuellement la représentation, eh bien, il y a un statu quo et les choses ne bougent pas par elles-mêmes. Donc je serais plutôt tenté comme ça, mais c'est plus une réponse personnelle que basée sur une connaissance des travaux qui ont examiné cette question. Mon avis serait plutôt de dire, bah oui, en fait, les quotas, ça permet de faire bouger un peu l'institution et ça permet finalement aussi de montrer qu'on peut être un élève de milieu populaire et puis réussir, comme on peut être une fille et réussir en fait dans des grandes écoles, dans des écoles d'ingénieurs, etc. Donc ça a au moins ce bénéfice-là de rendre visible la réussite en fait et de pouvoir montrer que c'est possible. Voilà, et puis d'obliger l'institution à changer un peu, quoi. Voilà. Alors, suite à ces travaux sur la menace du stéréotype, il y a d'autres travaux qui ont eu lieu qui se sont posés la question, finalement, est-ce qu'on peut évaluer sans créer d'inégalité? Parce que, encore une fois, la conclusion n'est pas de dire on n'évalue pas les élèves. On sait que évaluer les élèves, ça présente aussi un intérêt et que ne pas évaluer du tout peut avoir des conséquences. Il y a des sociologues qui sont intéressés à ça, qui ont montré notamment que en fait, quand on n'évalue pas les élèves ou quand on évacue complètement les enjeux d'évaluation, je pense que vous allez... Je ne sais pas s'il n'a pas parlé encore, Stéphane Bonnery, la question des malentendus socio-cognitifs, le fait d'évacuer les enjeux de savoir, etc. Ça peut avoir des conséquences aussi négatives parce que les élèves de milieux favorisés, eux, ils comprennent en fait ce qui est en jeu parce qu'en fait, ils ont l'habitude. Alors que pour les autres, les enfants de milieux populaires, en fait, si on n'est pas explicite sur les enjeux de savoir, sur les enjeux d'évaluation, eh bien, ils peuvent passer à côté et ça peut aussi avoir des effets négatifs. Donc, il ne s'agit pas de dire que on fait croire aux enfants qu'on n'évalue pas ou voire on supprime l'évaluation. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même évaluer d'une façon qui ne reproduirait pas les inégalités? Et donc, ce qu'ont essayé de faire des chercheurs, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des formes d'évaluation où l'évaluation, finalement, n'est pas associée à la mesure de l'intelligence, où le but de l'évaluation ne serait pas, finalement, de mesurer les capacités intellectuelles. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont intéressés à... En tout cas, une forme d'évaluation formative, parce que je ne suis pas didacticien, et s'il y a des didacticiens, je sais qu'il existe plusieurs façons de faire de l'évaluation formative. Mais en tout cas, c'est l'idée de comparer cette idée que j'évalue, l'évaluation, c'est une mesure des capacités, versus l'évaluation, en fait, va permettre de progresser. Et ce que je ne sais pas faire à un temps T, je pourrais savoir le faire à un temps T+1. Alors, ils ont fait ça dans un certain contexte qui n'est pas nécessairement celui de l'école primaire. Et donc, ça pose la question de la transférabilité, bien sûr, de ce type de travaux. Ils ont fait ça à l'université avec des étudiants de psychologie en cours de statistique. Et c'est vrai qu'en psychologie, en première année, les cours de stats, c'est quelque chose qui stresse pas mal les étudiants, qui les angoisse pas mal, qui est relativement nouveau pour eux. Et les statistiques ont aussi la particularité d'être perçues par les étudiants comme quelque chose de très essentialisé, c'est-à-dire en gros, soit je suis bon en stats, soit je suis pas bon en stats. En gros, soit je comprends du premier coup, j'ai ce qu'il faut, soit si je comprends pas, c'est que je suis pas fait pour les stats. Et donc c'est vraiment une matière où on voit beaucoup d'étudiants abandonner très vite parce qu'ils se disent non, les stats c'est pas fait pour moi, et donc je laisse tomber. Et donc ils ont, dans le cadre d'un programme de recherche et puis dans une certaine université, ils ont au bout de 3 TD de stats, ils ont évalué leurs étudiants et ils ont manipulé en fait, la consigne qui était donnée aux étudiants. Dans une condition, ils leur ont présenté cette évaluation comme une évaluation formative en disant cet outil, cette évaluation va vous permettre, à tous les étudiants de progresser. Et dans l'autre condition, ils ont utilisé une consigne qui se rapproche d'une forme d'évaluation normative qui est, en fait, on va évaluer vos capacités pour faire des groupes de niveau. Voilà. Il y aura 2 groupes, ils n'appelaient pas ça les bons et les pas bons, mais on va faire 2 groupes de niveau basés sur en fait, vos capacités en statistique. Avec cette idée donc, que l'évaluation reflète les capacités, contrairement à cette idée que l'évaluation est un outil pour permettre à tout le monde de progresser. Alors, on est d'accord, quand on fait ce type d'études, on n'évalue pas l'effet réel de l'implémentation d'une démarche d'évaluation formative, on évalue juste l'effet de la représentation
que l'élève a de l'évaluation. Est-ce qu'il pense qu'il est évalué pour pouvoir progresser ou est-ce qu'il pense qu'il est évalué pour pouvoir faire des groupes de niveau? D'accord? Donc, ça n'évalue pas l'influence. Et quand je dis ça, c'est que je ne voudrais pas donner l'air de minimiser le travail considérable que représente la mise en œuvre d'une réelle démarche d'évaluation formative. D'accord? Donc là aussi, quand on fait ça, on met en évidence des phénomènes, mais on ne résout pas le problème sur qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour changer ça. J'en ai bien conscience, mais au moins, ce type de travaux, on le mérite déjà de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes. Donc vous voyez, le plan expérimental est très proche de ce que je vous ai montré avant. Il y a une moitié des étudiants qui pensent qu'il va y avoir 2 groupes à l'issue de l'évaluation, et donc l'évaluation va permettre de séparer les étudiants en fonction de leur capacité, alors que les autres pensent que ça va être un outil qui va permettre à chacun de progresser et d'avancer. Vous avez la performance moyenne des élèves au test en ordonnée, et puis vous avez les deux contextes en abscisse. Ce qu'on voit, c'est que dans l'évaluation normative, donc c'est-à-dire dans une évaluation qui a pour but d'évaluer la capacité de faire des groupes de niveau, eh bien les élèves de milieu populaire réussissent moins bien que les élèves de milieu favorisé, alors que dans l'autre condition, eh bien, on n'a pas de différence. Les élèves de milieu populaire réussissent aussi bien que les élèves de milieu favorisé. Donc là, on voit aussi que en fait, ce n'est pas l'évaluation en soi qui pose problème, c'est quelle forme d'évaluation et quel sens est donné à l'évaluation. Est-ce que cette évaluation, elle est perçue via le prisme de la paire de lunettes qui est que je réussis, je suis intelligent, je ne réussis pas, eh bien, je suis moins intelligent, ou est-ce qu'elle est perçue différemment, à savoir un outil qui va permettre finalement à chacun de progresser? Là encore, quand je dis ça, je ne vous donne pas la recette pour comment il faut faire en vrai dans sa classe pour le faire au jour le jour, parce que j'ai bien conscience que faire de l'évaluation formative, c'est du boulot, surtout si on veut donner des feedbacks individualisés aux élèves pour leur donner des outils pour progresser. Et la même étude a été faite. Alors la même étude, simplement cette fois-ci, c'était avec des terminales sur une épreuve de baccalauréat blanc de maths, mais le design expérimental était exactement le même. Et les chercheurs sont intéressés justement à l'effet du type d'évaluation sur les inégalités filles-garçons. Et l'étude montre également que, eh bien, quand on fait ce type d'évaluation normative avec des lycéens, donc sur une épreuve de baccalauréat blanche, donc en disant voilà, ben, allez, cette épreuve de baccalauréat blanc va nous permettre de faire des groupes de niveau pour la fin de l'année, versus ça va permettre à tout le monde de progresser en fait jusqu'à la fin de l'année. Ben, en contexte d'évaluation normative, les filles réussissent moins bien que les garçons, alors que dans le contexte d'évaluation formative, cet écart est réduit. En fait, il n'est même pas significatif. C'est-à-dire on peut considérer qu'il n'y a plus de différence dans la condition d'évaluation formative. Les filles réussissent aussi bien que les garçons. Donc on voit que là aussi, finalement, il y a des processus communs à la construction des inégalités de genre et à la construction des inégalités sociales. Il y a des processus également différents, mais il y a au moins des processus communs, notamment dans l'effet des stéréotypes et l'effet des situations évaluation qui sont centrées sur la mesure des capacités. Et alors, je ne vous présente pas là, mais en fait, il y a d'autres travaux plus généralement qui montrent que, en fait, plus les situations sont compétitives, sélectives, avec fort enjeu, et plus en fait on observe le même type de pattern. C'est-à-dire que les situations compétitives, sélectives, à fort enjeu, elles ont tendance en fait à recréer les inégalités pour les raisons que j'ai expliquées, parce que bien, certains élèves appartiennent à des groupes qui sont perçus comme moins intelligents, parce qu'on a des attentes plus faibles envers eux, parce qu'ils sont parfois moins préparés par leur milieu familial. Ils font que quand ils arrivent dans ces situations à fort enjeu, avec de la sélection, eh bien, ils s'en sortent un peu moins bien à capacité, à compétences égales que des camarades qui, eux, viennent de milieux favorisés ou de garçons comparativement à des filles dans les domaines scientifiques. Et je regarde le timing. C'est presque fini. Je finis ça, puis après, on pourra avoir un temps d'échange.
En fait, alors, je finis en plus sur un truc un peu provoque, parce que vous voyez, on a des collègues quand même, je souligne que je ne faisais pas partie de cette étude, mais on a quand même des fois des collègues qui, vous voyez, ils se posent des questions tordues. Il y a des chercheurs et des chercheuses, en l'occurrence, qui se sont demandé est-ce que ça a là, parce que là, on a vu des effets de contexte qui ont un effet sur la psychologie des enfants, des élèves, en montrant qu'il y a des situations qui sont vécues comme plus menaçantes que... Et j'ai des collègues que j'aime beaucoup par ailleurs qui se sont demandé mais est-ce que ça a un effet aussi sur l'enseignant et sur la façon dont il évalue en fait les enfants. Et ce que ces collègues ont montré, c'est que, eh bien, on a le même type de phénomène. Alors, ce n'est pas le même processus, ce n'est pas un phénomène de menace, mais en fait, en raison des stéréotypes sociaux, eh bien, à copie égale, eh bien, les filles ont de moins bonnes notes que les garçons en mathématiques, et les enfants de milieux populaires ont de moins bonnes notes que les garçons, que les milieux favorisés. Alors comment on fait ça? C'est très simple. En fait, on peut donner, dans l'étude qu'elles ont faite, elles ont fait une dictée. Elles ont pris une dictée qui était issue d'un vrai cahier d'élèves, et puis en fait, elles ont manipulé le profil de l'élève qui était censé en fait avoir fait cette dictée. Et en fait, elles ont fait corriger cette dictée par un grand nombre d'enseignants. C'était des enseignants en formation, c'était à l'INSPE. Et en fait, elles ont observé quand les étudiants en formation eh bien, pensaient que c'était un élève de milieu populaire, eh bien, il trouvait plus d'erreurs dans la dictée que lorsque c'était un élève de milieu favorisé. Alors, c'est bien sûr pas parce que les enseignants en formation veulent faire de la discrimination, c'est bien, et ça on le sait bien en psychologie sociale, en fait, les stéréotypes souvent ont un effet sur l'individu indépendamment en fait, de leur conscience. C'est comme le créneau, les femmes qui réussissaient moins bien le créneau n'adhéraient pas pour autant au stéréotype de genre selon lequel elles conduisent moins bien. Et pour autant, ce stéréotype, il a un effet sur eux. Aujourd'hui, on sait que ces stéréotypes, ils peuvent avoir un effet sur les pratiques enseignantes, alors même que les enseignants eux-mêmes n'adhèrent pas à ce stéréotype et ne veulent pas, bien évidemment, mettre en œuvre de la discrimination. Comme je le disais, le matin, quand on va dans la classe, ce n'est pas pour se dire je vais aller reproduire les inégalités sociales, je vais aller faire de la discrimination. On sait bien que ce n'est pas le cas, mais pour autant, eh bien, ces stéréotypes ils peuvent avoir un effet, malgré tout, dans nos pratiques, dans nos jugements, en fait, sans qu'on en ait conscience, mais parce que on fait aussi partie de la société, on n'est pas complètement en dehors de cette société, et qu'il peut y avoir des effets d'attente en fait, qui agissent. Oui. Tout à fait. Alors, merci pour votre question. Alors, effectivement, on peut se dire que la dictée, c'est objectif. Il y a un nombre d'erreurs bien défini. En fait, dans l'étude, ils ont fait une classification entre les erreurs évidentes et les erreurs plus subtiles. C'est-à-dire que les erreurs évidentes, c'était, j'ai plus la dictée en tête, effectivement, les enfants sans S, voilà, et des erreurs d'accord. Et en fait, la distinction, elle ne se fait pas sur les erreurs évidentes, elle se fait sur les erreurs en fait, qui sont plus subtiles. Voilà. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Il y a des travaux en docimologie, c'est l'étude des notes, qui sont des études qui ont été faites sur des épreuves de copie de bac qui montrent que, y compris sur des épreuves de mathématiques où il y a une grille qui est hyper carrée, eh bien, les notes au bac peuvent varier de 5 à 15 sur une même copie en fonction des évaluateurs. Donc ça, c'est des travaux qui ne sont pas nouveaux. Il y a aussi les effets de contraste, c'est-à-dire que si je corrige permettez-moi les guillemets, une bonne copie, eh bien, je vais être un peu plus sévère avec la copie suivante parce que quelque part, j'ai un standard un peu plus élevé dans la tête et inversement. Voilà, si j'ai corrigé une copie que j'estimais vraiment pas très bonne, je vais être un peu plus indulgent. Il y a ce qu'on appelle des effets de contraste. Et ça, c'est des effets qui sont connus, qui ont été étudiés depuis très longtemps et qui sont à l'œuvre dans les jugements enseignants. Et qui peuvent en fait venir aussi finalement jouer un rôle à un moment donné dans la notation. Et c'est pour ça, c'est un argument, les gens qui prétendent que la notation c'est quelque chose de très objectif et qui mesure parfaitement en fait la production de l'élève, ça c'est vraiment une illusion de l'esprit. On sait que les notations, elles sont très subjectives et pas encore une fois parce que les gens veulent faire des préférences ou veulent pénaliser certains élèves. C'est vraiment lié à des processus attentionnels de porter attention ou pas à des éléments qui sont eux-mêmes guidés par des dynamiques de jugement en fait, liées aux stéréotypes, aux attentes, etc. Voilà. Bon, je finis là-dessus. Oui.
Allez-y. Moi, j'ai une petite curiosité. Je voulais savoir si les filles de milieux favorisés étaient meilleures que les garçons de milieux qui ne l'étaient pas. Voilà. Alors, C'est de la curiosité, en fait, vraiment. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Mais vous faites bien de la poser parce que c'est vrai qu'en fait, comme je disais, il y a des processus communs. Il y a des processus aussi différents. Là, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Et parfois, en fait, ces processus, ils peuvent se combiner. Quand on parle, vous avez entendu sans doute parler d'intersectionnalité. C'est le fait de prendre en compte différentes catégorisations. Et qu'effectivement, quand on est une fille de milieu populaire, eh bien, quelque part, on va cumuler en fait des désavantages. Alors quand je dis désavantages, c'est pas dans une perspective déficitaire, c'est par rapport aux mécanismes que j'ai décrits, mais on peut à la fois souffrir du stéréotype lié aux femmes et des stéréotypes liés en fait au fait d'être de milieu populaire. Alors que quand on est un garçon de milieu favorisé, au contraire, on peut voilà. La question est effectivement quand on a une identité qui peut être on va dire, dominante d'un côté et dominée de l'autre au regard des stéréotypes et de la hiérarchie sociale. C'est une bonne question. Je n'ai pas d'éléments là comme ça. Je sais qu'il y a des travaux en maternelle qui se sont un peu posés cette question sur la question de la participation orale et qui ont montré que, par exemple, sur la question de la participation orale, en fait, alors nous, on a des données aussi liées à nos observations vidéo qui montrent, par exemple, que les petits garçons coupent plus la parole que les filles, en fait, dans les moments de regroupement. Et à la fois, on a aussi des données qui montrent que les enfants de milieux favorisés coupent plus la parole, parlent plus longtemps que les enfants de milieux populaires. Et le fait de croiser les deux identités, c'est intéressant parce que souvent, les filles sont socialisées à respecter les règles, à attendre leur tour. Et donc, on a par exemple des filles de milieux favorisés qui peuvent finalement ne pas se comporter comme les garçons de milieux favorisés qui, eux, en fait, c'est vraiment eux qui coupent le plus la parole à tout le monde. Et inversement, donc, voilà, par exemple, si je prends juste l'origine sociale, eh ben, les filles et les garçons ne vont pas se comporter différemment pour le coup. Et inversement, pour les milieux populaires, on aura la même chose. On a des filles de milieux populaires qui vont vraiment être celles en fait, qui s'autorisent le moins à parler et qui vont du coup le plus être pénalisées par ce type de situation. Alors sur la question de la menace du stéréotype, je n'ai pas de connaissance de travaux qui ont testé directement la question que vous posez. En revanche, il y a des travaux qui sont intéressés à la question des identités multiples, et notamment qui sont des travaux qui sont faits aux États-Unis sur les Asiatiques et les femmes asiatiques, parce que c'est des femmes et donc elles ont ce stéréotype de moins bien réussir en maths. Et en même temps, aux États-Unis, les Asiatiques ont la réputation d'être meilleurs en fait en maths que les autres. Et donc, les travaux ont montré qu'en fonction de l'identité qui est activée dans la situation, eh bien, les mêmes femmes pouvaient réussir moins bien ou mieux selon qu'en fait, l'identité qui était activée, c'était une identité de femme ou une identité asiatique. En fait. Donc, voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être des fois où finalement les identités peuvent les désavantages ou les avantages peuvent se cumuler. Il y a des fois où c'est plus complexe et il y a des fois où parfois c'est peut-être lié aussi à ce que requiert la situation et qu'est-ce qui est finalement le plus saillant dans la situation. J'essayais de repenser, de me remettre dans des situations où j'avais corrigé des évaluations en écoutant ce que vous disiez. Je fais souvent l'écueil de commencer par une copie que je sais qui va être bonne parce que ça me permet d'aller plus vite derrière. Et je crois qu'en fait, je suis souvent sur la ligne. En fait, je pense pas. Peut-être il y a des stéréotypes derrière ça, mais on est plus indulgent avec des élèves qui, on le sait, partent de plus loin parce que ce qu'on cherche à évaluer, c'est le fait de voir qu'ils ont fait des progrès, des efforts. Et forcément, c'est pas. Enfin, en tout cas, dans le premier degré, dans le second degré, je connais pas. Mais on n'est pas. Enfin, c'est jamais neutre tout ça. Parce qu'on connaît nos élèves, alors peut-être que ça rejoint aussi des stéréotypes de milieux sociaux, mais quand on corrige une même évaluation de toute notre classe, moi jamais je corrige avec le même regard pour tous les élèves, je crois que mais même sans y penser, parce que je sais que pour certains, le peu de choses qu'ils ont fait, c'est déjà une avancée par rapport à d'autres, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, en tout cas c'est comme ça. En tout cas déjà ça veut dire que vous ne vous placez pas dans une perspective
d'évaluation normative a priori, puisque ça veut dire que vous avez dit mon but c'est qu'il progresse et quelque part ce que j'évalue c'est la progression. Donc on n'est pas sur une situation finalement où on a une grille d'évaluation normée avec des indicateurs chiffrés et qu'on va essayer d'appliquer la même grille à tout le monde. Et donc déjà, en fait, ce que vous dites est un peu différent finalement de la situation là qui était présentée. Ben, on en a peut-être de moins en moins, c'est possible, mais là, par exemple, si on reprend les tests standardisés, les évaluations, c'est typiquement un exemple d'évaluation normative, quoi. Alors après, et encore, c'est là, je veux pas paraître caricatural, hein, c'est plus complexe que ça, parce que c'est d'un côté, dans ses caractéristiques, une évaluation normative, mais on sait que dans le discours qui l'accompagne, notamment des enseignants, ça va être d'expliquer aux enseignants que c'est pour leur permettre de progresser. Voilà, donc c'est pour ça que c'est dur d'en mesurer vraiment les effets, puisque il y a les caractéristiques du test d'une part, il y a le discours qui l'accompagne, et probablement en fonction des classes, en fonction des enseignants, eh bien, ça va être aussi vécu différemment par les élèves. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a le temps encore pour d'autres questions. On va dire qu'on a encore 5 minutes pour les questions. Il y a une question aussi on parlait tout à l'heure en table ronde, c'est-à-dire qu'en fait, en atelier, je veux dire, il y a un problème d'injonction aussi qui nous est donné. C'est-à-dire que moi, je prends des élèves qui seraient en situation effectivement de handicap. En fait, quand on nous demande de remplir des dossiers SECPA, Ulysse, etc., en fait, on n'est que sur du normatif, sur de l'évaluation. Là où effectivement, le dossier de l'élève et la complexité de la prise en charge de l'élève est infiniment plus complexe qu'un simple tableau, un simple tableur, une simple courbe qui donnerait effectivement le niveau scolaire d'un élève et de sa capacité à ou pas répondre à une norme d'exercice déjà préétablie. Donc la question, c'est par rapport à ça, effectivement, comment on fait pour combattre ça, pour qu'effectivement, du coup, l'élève soit plus évalué avec une courbe qui va lui autoriser ou non d'accéder effectivement à finalement un système dans lequel il va pouvoir s'épanouir effectivement, alors qu'en fait finalement, c'est l'injonction paradoxale vraiment qui existe entre il faut prendre soin de tous les élèves dans leur spécificité et en même temps, dès qu'il s'agit effectivement d'orienter des élèves qui auraient besoin d'une orientation particulière, on retombe dans cette norme il faut produire effectivement quelque chose qui va prouver que l'élève est réellement dans une situation particulière. Alors, si la question c'est comment on fait avec tout ça, je pense que je ne vais pas pouvoir y répondre, surtout en 5 minutes. Donc non, mais voilà, juste pour revenir peut-être avec ce que je disais au début, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'en tant qu'enseignant je peux faire dans ma classe, effectivement, à mon niveau. Et il y a, encore une fois, il y a probablement un effet maître, et on sait qu'il y a, basé sur les connaissances qu'on a, il y a des pratiques, des discours qui sont probablement capables de créer, voire réduire les inégalités dans une certaine mesure. Effectivement, si on dit aux élèves, voilà, si on passe son temps à faire des classements, de la compétition, je dis pas que c'est le cas, je pense que on peut penser que ça n'existe plus, mais voilà, des situations où il y aura énormément de compétition entre les élèves, ou cette promotion de la réussite qui est associée à l'intelligence, on va amplifier les phénomènes. Voilà. Après, en fait, ces phénomènes produisent ces effets-là en raison de la façon dont est organisée la société. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans une société qui est très compétitive, avec des places limitées, en fait, c'est quasiment impossible de demander aux enseignants de réduire ces inégalités, parce que derrière, vous avez des familles qui, justement, très tôt, essayent de préparer leurs enfants au mieux, avec des ressources inégales. Et donc, cette compétition, elle passe aussi à travers les familles, leurs pratiques. Et c'est très compliqué, ce que dit Bernard Henry. En fait, quand on pose la question des inégalités, on pose la question de l'intime, parce qu'en fait, chaque parent veut le meilleur pour son enfant.
Et donc, en fait, chaque parent veut le meilleur pour son enfant avec des ressources inégales entre les familles. Et ça va influencer ce qui va se passer dans la salle de classe. Donc, tant que la société reste très inégale et qu'il y a des inégalités sociales très importantes entre les gens, entre les familles, eh bien, l'école, elle enregistre ça. Elle peut essayer d'avoir un climat de classe qui est le plus serein possible, le plus propice possible aux apprentissages et de réduire au mieux ces inégalités, mais que dans une certaine mesure. Elle ne peut pas gommer en fait, ces effets en fait, sociétaux qui dépassent largement le cadre de la classe. Donc, pour ça, on est toujours partagé. En psychologie, il y a beaucoup d'interventions qui sont testées. Moi-même, je participe à des projets où on teste des interventions avec intervention contrôle, intervention expérimentale, pour voir si on ne peut pas réduire avec certaines pratiques. Et on fait ça parce qu'on a envie de croire qu'on peut changer les choses voilà, en formant les enseignants. Et moi, je travaille aussi dans un INSPE où je forme les enseignants. Donc, j'ai envie de croire qu'en formant les enseignants, on peut changer les pratiques et qu'en changeant les pratiques, on peut améliorer les choses. Donc, mais en même temps, il faut aussi être lucide sur le fait que si on ne change pas la nature profonde des inégalités à l'échelle de la société, eh bien, tout ça n'aura qu'un effet limité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais c'est comme le changement climatique. En fait, on peut agir au quotidien à son niveau, et je pense qu'il faut le faire. Mais quand on connaît les enjeux qui existent aujourd'hui, on sait que si on ne fait que ça, ça risque de ne pas être suffisant, quoi. Donc, je pense que voilà, pour moi, il faut essayer d'agir au mieux, et dans la classe et au niveau de la société, mais que voilà, les deux sont liés, quoi. Ça ne peut pas être que les enseignants dans leur classe si derrière, voilà, on n'a pas une action plus globale au niveau des inégalités sociales. Voilà. Ça me semble une bonne conclusion, je pense. Merci beaucoup, Sébastien Goudot. Merci à vous. Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Vous avez tous, bien entendu, le programme sous les yeux. Vous voyez que ça commence à 9 h. Donc, ça veut dire qu'à 9 h, on est tous ici assis à fond pour toute la journée. La porte sera ouverte dès 8h30. Comme ça, vous pourrez venir vous installer et on pourra commencer vraiment à 9 h. Merci beaucoup. Bonne soirée.